Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence pour cette rencontre au Café de la Librairie. Alors c'est avec une grande joie et une réelle émotion que nous accueillons ce soir Leïla Slimani. Alors bonsoir et merci beaucoup merci à vous de votre venue jusqu'à Brest, dans ce contexte très particulier, pour nous parler de votre si beau roman « Le pays des autres », paru en mars aux éditions Gallimard. Alors nous sommes ici une trentaine ce soir, mais de nombreux lecteurs suivent aussi la rencontre en direct depuis chez eux. Et leurs questions, donc, à l'issue de la conversation, pourront être relayées par Laurane. Alors, bonsoir à vous tous et quel plaisir de vous retrouver dans ce café. Alors, avant tout, et pour débuter, quelques mots pour vous présenter. Leïla Slimani, vous êtes née, vous avez grandi au Maroc et c'est à 18 ans que vous êtes arrivée en France, à Paris, pour y étudier la littérature et la philosophie. Alors, après avoir été diplômée de Sciences Po et de l'ESCP, vous êtes devenue journaliste. Et puis c'est en 2014 qu'est paru aux éditions Gallimard votre premier roman, Dans le jardin de l'ogre, à travers lequel on découvre votre écriture précise et tranchante et votre talent pour explorer les tréfonds de l'âme humaine. 2 ans plus tard paraît Chanson douce, l'histoire d'un double infanticide par une nounou, un roman marquant sur la société pour lequel vous avez reçu le prix Goncourt. Alors depuis 2016, vous avez voyagé partout dans le monde où vos livres sont traduits. Vous avez publié plusieurs essais, parmi lesquels on peut citer Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc. Et vous livrez votre parole d'écrivain, libre et engagé, sur de nombreuses questions sociétales très actuelles, et notamment l'accueil des migrants et les droits des femmes. Et cette année, c'est l'événement. 4 ans après le Goncourt, vous revenez au roman avec Le pays des autres, sous-titré La guerre, la guerre, la guerre, le premier tome d'une trilogie parue aux éditions Gallimard. Vous nous y livrez une fresque familiale inspirée de l'histoire de votre grand-mère et qui se déroule de 1946 à 1956 entre le Maroc et la France, une période qui court donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'indépendance du Maroc et durant laquelle tous les ordres préexistants sont remis en cause. Et cette histoire, vous nous la racontez à hauteur d'âme, au plus près de vos personnages, au centre desquels se trouve Mathilde, jeune Alsacienne qui s'éprend d'Amine, un bel officier marocain combattant dans l'armée française. Et elle va s'installer avec lui au Maroc, à Meknès, dans un monde à des années-lumière du sien. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce roman et ce qui, pour vous, a rendu possible ce retour par la littérature sur les lieux de votre enfance et de votre histoire familiale ? Bonsoir à tous, merci d'être là. C'est toujours assez difficile de raconter la naissance d'un roman parce que c'est jamais un moment précis, c'est difficile de retrouver le moment originel. Disons que cette histoire, qui est effectivement inspirée de l'histoire de mes grands-parents, puisque ma grand-mère était une Alsacienne, mon grand-père était un soldat de l'armée coloniale et qui se sont effectivement rencontrés pendant la libération de l'Alsace. J'ai toujours su que je raconterais cette histoire parce que elle m'apparaissait déjà enfant puis adolescente comme extrêmement romanesque, pleine d'anecdotes que m'avait livré ma grand-mère. Donc je savais que cette histoire un jour deviendrait un roman. Mais quand j'en ai parlé à mon éditeur il y a quelques années de ça, il m'a dit « Attends, ça n'est pas le bon moment, il faut que tu attendes, il faut que tu aies une certaine maturité avant de la raconter ». Donc j'avais reculé l'idée de raconter ça. Et puis quand, après le Goncourt, je me suis retrouvée, comme vous le disiez, à voyager un peu partout dans le monde, à passer beaucoup de temps dans ma vie dans des hôtels, à faire des rencontres, etc., puis à parler constamment d'infanticide, de mort d'enfants et tout. Finalement, le seul lieu dans lequel je me sentais bien, dans lequel j'avais envie de retourner, c'était ce lieu-là, ce lieu de l'enfance, de ces anecdotes. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'en fait, j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais vécu autant de temps au Maroc qu'en France. J'avais atteint une espèce de mi-temps comme ça, et donc j'avais pris avec mon pays d'enfance, une certaine distance qui peut-être a favorisé pour moi aussi la possibilité de pouvoir écrire dessus. Donc ça s'est imposé de manière assez naturelle. Et puis j'ai écrit, je sais pas, peut-être 50, 80 pages. Je les ai envoyées à mon éditeur en lui disant « Bon, je sais que tu penses que c'est pas là-dessus que je devrais écrire, mais est-ce que tu pourrais quand même regarder ?» Et 2 ou 3 jours après, il m'a répondu « Non, ça bon, je crois que tu as l'histoire, tu peux y aller. » Alors, avec ce livre, vous nous racontez donc l'histoire récente du Maroc, que l'on connaît finalement assez peu. En quoi c'était important pour vous de lui donner une place dans la littérature et dans quelle mesure est-ce qu'elle constitue un formidable territoire romanesque ?
Moi, j'ai toujours eu conscience du fait que le Maroc était un territoire romanesque incroyable, et pas seulement la période contemporaine, mais même le Maroc du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, et le Maroc des pirates, le Maroc des grands sultans, des grandes figures comme Moulay Ismaïl, etc. Il y a des personnages pleins de panache. C'est un pays ancien, avec un État qui est déjà vieux, qui est installé, avec des histoires aussi pleines de, voilà, de rocambolesques, c'est un pays de tribus, avec des guerres, des histoires de clans, des histoires d'amour magnifiques. Donc j'ai toujours su que c'était un grand territoire romanesque, et j'ai toujours été assez frustrée de voir que finalement, en tout cas en France et dans la littérature francophone, c'était l'Algérie qui prenait finalement une très grande place, et que l'histoire du Maroc était beaucoup moins connue. Alors je n'ai pas écrit par frustration ou par volonté de donner plus de place au Maroc, mais je savais en tout cas que je disposais d'une matière romanesque extraordinaire, et c'est pour ça que j'ai eu envie de raconter cette période qui est très intéressante, parce que comme vous l'avez dit en introduction, c'est une période de bascule pour le Maroc. C'est une période où la génération des jeunes va remettre en cause les vieux, ce qui, dans un pays où l'ancêtre est considéré comme un sage, on ne le remet pas en cause, ce qui est assez révolutionnaire. Une époque aussi où les femmes vont commencer à s'émanciper, donc à remettre en cause des lois patriarcales qui les dominent et qui les empêchent. Et puis la période, évidemment, où les Arabes, les Marocains vont remettre en cause la puissance coloniale, la puissance française. Donc c'était pour moi une période extrêmement intéressante. C'est pour ça la guerre, parce que c'est une période de libération où chacun mène une guerre, qu'elle soit intime, personnelle ou politique et publique finalement. Alors pour écrire ce livre, on imagine que vous avez mené de nombreuses recherches, que vous êtes plongé dans des lectures, que vous avez rencontré des témoins, puisque vous partez aussi de votre histoire familiale. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cette période de documentation, mais aussi des interstices dans lesquels peut se glisser l'imaginaire qui donne finalement toute sa vérité et toute sa justesse au roman? Je me suis bien sûr beaucoup documentée, mais avec beaucoup de méfiance et beaucoup de distance, parce que je voulais surtout pas écrire un roman historique. Je voulais pas que l'histoire prenne le pas sur la vie de mes personnages, leur individualité, leur intimité. Moi, je crois profondément à l'individu, et puis je crois profondément à une forme d'universalisme, c'est-à-dire que j'avais envie qu'on puisse lire ce livre finalement en se disant bon, ça se passe au Maroc, mais ça pourrait être ailleurs, c'est-à-dire cette personne, je m'identifie totalement à elle. Je voulais pas écrire des personnages qui soient écrasés par l'histoire ou écrasés par les circonstances dans lesquelles ils vivent, et surtout je ne voulais pas écrire ce livre en étant moi-même finalement tributaire de toutes les informations que j'avais. Je voulais vraiment restituer les connaissances qu'avait un personnage comme Mathilde ou Amine à cette époque-là. C'est-à-dire, je ne voulais pas que la Leila Slimani de 2020, qui a un certain nombre de connaissances sur la colonisation, transparaisse dans le livre. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les romans historiques où on sait que l'auteur a déjà un jugement sur la période qu'il est en train de raconter, où il voit déjà les bons et les méchants, et où il écrit, par exemple, je sais pas, il dit elle fait ça et elle allait découvrir que elle allait se faire trahir, ou que l'histoire ne se passerait pas comme ça. Je voulais vraiment restituer à quel point le présent est toujours un moment gris, un moment confus, un moment ambigu, et mes personnages sont des gens qui ne sont pas très très cultivés, qui ne sont pas des gens qui s'intéressent plus que ça à la politique, ils lisent pas beaucoup les journaux, ils ont une connaissance de ce qui se passe autour d'eux qui est très parcellaire, ils font comme ils peuvent, et ce qui les intéresse le plus, la priorité dans leur vie, c'est survivre, c'est s'occuper de leurs enfants, c'est s'aimer, c'est faire fructifier ce domaine que Amine va reprendre et qu'il a hérité de son père. Donc voilà, je m'en suis pas mal méfiée, et finalement j'ai beaucoup travaillé en fait sur des archives photos. J'ai beaucoup travaillé sur des vidéos, des photos, donc des archives de l'INA, parce que ça, pour un romancier, c'est vraiment une matière extraordinaire. Je voulais que les lecteurs aient une image quand ils lisent, qu'ils voient à quoi ça pouvait ressembler Meknès dans les années 50, comment les gens étaient habillés. Et puis après, j'ai interviewé des historiens, voilà, très brillants, très intelligents, donc je leur posais des questions sur cette période, ils m'étalaient leurs connaissances. Et puis très souvent, au bout d'un moment, je les coupais en leur disant « Je suis désolée, mais en fait, je m'en fiche un peu de ça. Je voudrais juste savoir qu'est-ce que les gens mangeaient à cette époque, comment ils étaient habillés. Est-ce que vous savez s'il y avait des lampadaires dans telle rue de Meknès ?» Parce que le romancier, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux détails. C'est ça qui fait un roman. On a besoin de tous ces petits détails. Donc souvent, les historiens devaient se dire « Mais en fait, elle ne s'intéresse pas du tout aux grands problèmes politiques. » Mais c'est parce que mes personnages, en fait, ne s'intéressaient pas à ces grands problèmes politiques.
Et c'est en effet très réussi dans le roman parce qu'on est au plus proche des personnages et vraiment à hauteur d'homme et on voit l'histoire à travers leur regard. Vous parliez de cette importance de l'image et c'est vrai que, alors on était habitué à votre écriture dans vos deux précédents romans très clinique, très âpre, et là on entre dans une écriture plus ample, qui laisse aussi plus de place à la tendresse, qui est aussi très sensorielle. On voit la ville de Meknès, mais on voit ses couleurs, on sent ses odeurs, on voit des lumières, etc. Comment est-ce que cette écriture, elle s'est imposée à vous au moment de la préparation du roman et comment est-ce qu'on parvient à transmettre justement toutes ces sensations? Moi, je crois qu'il y avait deux choses. La première, c'est que j'ai passé 2 ans à faire le tour du monde en parlant d'enfants qui se font assassiner, et puis de mon premier roman qui était sur l'addiction sexuelle, et puis ensuite de mon essai Sexe et mensonges qui était sur la pénalisation. Donc, j'avais quand même... Je commençais à être un peu épuisée aussi de ces sujets très, très cruels, très durs, etc. Et que j'avais envie de montrer aux gens que j'avais quand même un cœur, quoi, que j'étais quand même... voilà, j'étais capable d'être plus douce aussi, plus en empathie avec mes personnages, et pas seulement dans cette espèce de cruauté sur laquelle j'ai travaillé et que j'ai beaucoup aimé, le travail que j'ai fait sur ces 2 romans. Mais là, je voulais vraiment avoir une autre relation avec mes personnages, beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre. Et puis je crois que c'est lié aussi au fait, tout simplement, que je traite d'un territoire qui est le territoire de mon enfance. Parce que même si je n'ai pas vécu dans les années 50, ce que je décris, ce sont des odeurs, des couleurs, des climats, des paysages qui me sont familiers et d'une familiarité qui est celle qu'on a quand on est tout petit. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et j'ai écrit ce livre avec une forme peut-être de nostalgie. Ça me donnait l'occasion de revenir dans un lieu qui est perdu à tout jamais, qui est à la fois parce que dans le livre c'est les années 50, mais perdu à tout jamais pour moi parce que c'est le lieu de l'enfance. Donc je pense que ça a favorisé cette écriture-là, et parce que j'avais vraiment envie aussi de rendre au paysage que je décris, à cette ville et puis surtout à cette campagne marocaine, sa beauté, oui, les différentes lumières. C'est la campagne autour de Meknès, c'est un lieu d'une beauté assez extraordinaire où en une année, selon les saisons, vous voyez des variations de vert absolument splendides, où les ciels prennent en une journée des différentes couleurs, et j'avais vraiment envie de prendre le temps de raconter ça et de changer un petit peu de l'ambiance d'un Paris, d'un Paris un peu triste, un peu noir, avec une nounou tueuse. Mais ce qui fait que cette inflexion dans l'écriture, ce changement, il vient naturellement quand on change de décor, quand on s'intéresse à notre thème, ou est-ce qu'il faut s'imprégner d'autres lectures? Comment ça se passe pour il vient assez naturellement. Il vient assez naturellement parce que c'est le sujet aussi qui vous impose un style. Dans Chanson douce, par exemple, on a fait après avec mon éditeur vraiment... Bon, moi, j'écris beaucoup et je jette énormément. Je jette à peu près 70% de ce que j'écris. Je fais vraiment un travail à l'os où j'essaye d'enlever tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui n'est pas nécessaire. Et c'est évident que dans un livre sur l'addiction sexuelle ou sur le meurtre d'enfants, le lyrisme est beaucoup plus difficile à placer que dans un livre comme Le pays des autres. Le sujet imposait une certaine froideur, une certaine distance, un certain recul. Et là, enfin, j'avais la possibilité d'avoir un peu de souffle. Donc j'ai profité de mon sujet pour développer aussi un nouveau style. Donc je crois que vraiment, l'écriture d'un roman, c'est l'interaction, c'est la rencontre entre une langue et un sujet. Le sujet vous impose aussi de transformer votre langue, et c'est ça qui fait qu'il est réussi ou pas, à mon avis. Parce que des bons sujets, il y en a énormément, mais selon la façon dont vous allez le traiter, la langue que vous allez choisir, vous allez vraiment pouvoir mettre ce sujet en valeur, ou au contraire complètement l'étouffer, l'empêcher d'être à la hauteur de ce qu'il est. Et puis ce qui est impressionnant dans ce roman, c'est aussi la narration, parce que vous le disiez, vous êtes à hauteur d'homme, au plus proche de vos personnages, et il y a bien sûr Mathilde qu'on a évoquée, et Amine, mais aussi beaucoup de personnages qui gravitent autour d'eux, et on passe dans leur tête à chacun, tour à tour, mais de manière très naturelle. Comment ça s'est imposé, ce changement de regard, ces multiples regards, et quel lien est-ce que vous avez créé avec tous ces personnages ?
Oh, un lien très très fort, vraiment un lien très fort avec ces personnages que j'aime tous énormément, que je connais très bien. Vous savez, quand on commence à écrire un roman, c'est comme si on s'installait dans un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Donc on s'installe et puis on commence à décorer, et puis on invite voilà, des colocataires qui seront vos personnages. Et puis au fur et à mesure, ils sont de plus en plus nombreux. On commence à les connaître, à s'entendre bien avec eux. Et j'étais très bien dans cet endroit. J'étais très heureuse. Je me sentais très sereine quand j'écrivais ce livre. Même si au départ, j'avais pas du tout conscience que j'allais faire cette construction, cette espèce d'arborescence où on passe d'un personnage à un autre. Moi, j'écris dans le désordre. Donc, j'écris des scènes comme ça qui sont complètement indépendantes les unes des autres. Pour ce livre, j'ai commencé par écrire une des scènes qui est tout pratiquement à la fin du livre. Puis ensuite, j'ai écrit une scène au début, puis une scène au milieu. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à relier les scènes entre elles. Des personnages se sont imposés pour m'aider à relier les scènes entre elles. Et puis, je me suis rendu compte qu'on passait vraiment, effectivement, d'un personnage à un autre. Et j'ai eu un peu peur au début en me disant peut-être que les gens vont être perdus, ne vont plus du tout savoir avec qui ils sont. Et finalement, voilà, il y a quelque chose d'assez naturel qui s'est imposé. Mais moi, je ne sais faire que ça. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les individus, c'est l'intimité, c'est de raconter le monde extérieur toujours à travers l'âme et le regard d'un personnage. Donc, ça s'est imposé de manière, là encore, très naturelle, parce que j'ai jamais de plan, j'ai jamais de structure préalablement établie. Pour ce livre, j'avais une pauvre chronologie avec des post-it sur mon mur pour me donner un peu un genre, parce que comme j'écrivais un truc historique, je me suis dit, il faut quand même que je sache un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe à tel moment. Mais en vrai, c'était pas si structuré que ça. Et puis ce qui est formidable, c'est que c'est un livre qui est très loin de tout manichéisme, déjà parce qu'il y a une multiplicité de regards, mais même à l'intérieur de chaque personnage, on voit les personnages dans leurs contradictions, on voit qu'ils ne sont pas tout noirs ou tout blancs, mais qu'ils évoluent dans une forme de gris finalement. Comment on arrive à les décrire dans toutes ces contradictions, justement, ces personnages, et est-ce qu'il s'agit de les regarder à la fois sans concession, mais aussi sans jugement? Oui, toujours. Moi, je crois que c'est pour ça que j'écris. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire des livres, et c'est pour ça que j'aime tellement la littérature. Quand j'étais enfant, je me souviens des premières fois, je sais pas, je pense que tout le monde a le souvenir de ça, la première fois que vous êtes jugé, ou la première fois que les gens vous prennent pour quelque chose, et la violence que ça peut provoquer en vous, parce que vous avez envie de dire aux gens, mais moi je suis pas que ça, je suis bien plus que ça, ou tu n'as pas compris du tout ce que je viens de faire, ou ce que je viens de dire, et d'un coup de se sentir enfermé par le regard de l'autre, ou alors de voir quelqu'un être victime d'une injustice ou d'une humiliation. Et moi, c'est pour ça que je voulais écrire, pour dire les gens sont toujours plus que ce qu'on croit. Je crois que tout le monde a des secrets, tout le monde a des mystères, tout le monde a une profondeur. Même les gens qu'on imagine être banals, qu'on imagine être inintéressants, je pense que même eux, dans leur tréfonds, ont quelque chose de peut-être sublime, de peut-être tout à fait surprenant. Et c'est quelque chose aussi qui m'a été, je pense, transmis par les femmes de ma famille, parce que je venais d'un monde et d'une famille où il y avait aussi des femmes qui avaient une vie qu'on pourrait imaginer de loin comme une vie pas intéressante, des femmes qui vivaient chez elles, élevaient leurs enfants, travaillaient pas, faisaient la cuisine. Et je me disais toujours, mais moi je sais que ces femmes, elles ont quelque chose de très très intéressant. Je sais que même dans l'intimité de leur chambre, derrière leur visage tout à fait paisible, cette façon très gentille qu'elles ont de s'adresser aux gens, moi je savais qu'il y avait des secrets, qu'il y avait des amours cachés, qu'il y avait des mensonges, qu'il y avait des passions. Donc c'est ça qui m'a toujours intéressée. Et j'ai jamais... c'est peut-être dû à mon éducation, je ne sais pas, mais j'ai jamais jugé les gens. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que tout jugement est toujours une erreur. On se trompe toujours, quelle que soit la façon dont on juge. Alors il y a bien sûr le jugement des hommes, qui est normal, qui est celui de la justice. On doit juger parce que la société fait que quand on contrevient à la loi, on juge. Mais toute forme de jugement est à la fois imparfait et d'une certaine façon cruelle. Et le rôle de la littérature, c'est de restituer à chacun sa dignité, de lui restituer une profondeur, de lui restituer un panache et une largeur que la vie lui permet pas tous les jours d'exprimer. Donc évidemment, aucun jugement. Et la deuxième chose, c'est que ce livre se passe pendant une période très particulière, qui est celle de la colonisation, et qu'au fond, on serait très facile, surtout de mon point de vue, pour moi, de vous dire, la colonisation, c'est très simple, il y avait les bons et les méchants, il y a les gentils et leurs ennemis.
Et mes parents, qui pourtant ont souffert de cette période, et même mes grands-parents, m'ont toujours dit on ne peut pas résumer cette période à ça. Comme on ne peut jamais résumer aucune période à un camp de bons et de méchants. C'est faux qu'on a des ennemis essentiels. On n'a jamais d'ennemis tout désignés. On peut avoir des gens dans le camp qui est censé être celui de vos ennemis qui vont être vos alliés. Et à l'inverse, on peut avoir des gens qui ont tout à partager avec vous et qui pour autant sont des traîtres à votre cause. Donc ça m'intéressait pas du tout de raconter la colonisation de cette manière-là avec des méchants et des gentils. Je voulais montrer que cette période, comme toute période historique, est une période confuse, où il y a eu des salauds dans les deux camps, il y a eu des gens bien dans les deux camps. Le régime lui-même et l'idée coloniale elle-même, évidemment, elle peut être considérée comme criminelle et elle est injuste, mais les hommes, les individus, c'est pour ça que je disais que moi, ce qui m'intéresse, c'est les individus, c'est autre chose. Les individus, ils échappent à ces logiques idéologiques. Et je pense que c'est très important que la littérature rappelle ça. Nous ne sommes jamais enfermés dans des groupes idéologiques dans lesquels on voudrait pourtant nous enfermer. On n'est pas surdéterminé par ces identités-là. On peut toujours s'en défaire. Alors votre livre, vous l'avez intitulé Le pays des autres, et il peut s'appliquer en fait à chacun des personnages du roman, colons comme colonisés, qui ont tous le sentiment de vivre dans le pays des autres. Ils sont aussi tous confrontés à un choc des cultures qui les rend en quelque sorte étrangers à eux-mêmes et à ceux qu'ils étaient. Et en cela, c'est aussi un grand roman sur le métissage. Et en exergue du livre, vous citez ces mots d'Édouard Glissant, la damnation de ce mot, métissage, inscrivons-la en énorme sur la page. En quoi est-ce qu'il était important pour vous de rappeler cette complexité et cette difficulté du métissage ? C'est vraiment une des idées premières du livre, c'est vraiment partie de ça, de cette question du métissage. Qu'est-ce que c'est être double ? Quand Glissant écrit la damnation de ce mot métissage, il ne dit pas la damnation du métissage, c'est vraiment le mot. Pourquoi ce mot existe, ce mot de métis ? Au fond, on pourrait considérer que tout enfant est un métis, puisque tout enfant vient d'un couple, donc d'une forme d'hétérogénéité, de deux personnes qui ne sont pas les mêmes. En réalité, le mot métissage n'existe que parce qu'on a considéré qu'il y avait des races et que donc il y avait des gens qui se mélangeaient et qui étaient plus hétérogènes que d'autres. C'est-à-dire un couple de blancs, on considère que c'est pas du métissage, c'est juste un couple. Mais quand il y a deux races différentes, on considère que c'est du métissage. Donc le mot même métissage est une reconnaissance finalement de l'existence de races, ou en tout cas d'une hétérogénéité entre les êtres humains, d'une non-universalité. Et puis il est toujours porteur aussi, ce mot, d'une forme de jugement de valeur. C'est-à-dire que le métissage, soit on en a une vision très positive, alors les métis, comme cette espèce de, vous savez, cette mode qu'il y avait eu dans les années 80-90, c'était la mode Benetton, les métis sont beaux, les métis représentent la richesse du monde parce qu'ils ont plus de culture que les autres, ils sont des mélanges, etc. Ou alors une vision qui est une vision inquiète. Le métis, c'est un être double, donc c'est un être dont on ne sait jamais s'il est loyal ou pas. Et puis c'est un être qui n'est pas pur. Et c'est toute cette idée du grand remplacement, c'est-à-dire cette idée que voilà, on va ajouter des éléments impurs à une forme de pureté de départ. Or, ce que dit Édouard Glissant, c'est qu'en fait, être blanc ou être noir, ça n'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de jugement de valeur à apposer à ça. C'est juste un fait. Et la notion même de métissage, elle apporte un jugement de valeur à quelque chose qui devrait être purement factuel. Et ce qu'il ajoute aussi, ce qui est intéressant, c'est que le métis est toujours, son identité est toujours dépendante du regard de l'autre. Vous êtes à moitié noir, à moitié blanc, mais des gens vont vous voir comme blanc et d'autres gens vont vous voir comme noir. Et je prends toujours l'exemple de Barack Obama, qui est un métis, qui a été élevé par une mère blanche, qui a vu son père noir 3 fois dans sa vie et qui est toujours désigné comme le premier président noir des États-Unis, parce que les gens le voient comme un noir. Et donc, lui-même n'a pas finalement... C'est quelque chose d'arbitraire. Lui-même, son identité, ce sont les autres qui décident de quelle couleur il est. Donc, cette question du métissage, effectivement, elle m'intéresse énormément. Qu'est-ce que c'est d'être double ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Qu'est-ce qu'on perd ? Où est-ce qu'on se situe ? Et est-ce qu'il est possible de se constituer une identité de métis ?
Et cette question du métissage et de l'identité, elle est centrale pour Mathilde et Amine, parce qu'ils vivent une histoire d'amour, mais leur couple fait que leur identité change dans le regard de ceux qui l'entourent, et qu'ils ne peuvent plus avoir un sentiment d'appartenance totale au monde d'où ils viennent. Alors, cette absence d'appartenance, est-ce qu'elle peut être transformée en force, malgré l'immense solitude qu'elle crée ? Oui, je crois que de toute façon... Tout peut être transformé en force. Après, ça dépend de la personnalité. Là, encore une fois, c'est une question presque individuelle. Chacun peut réussir à transformer les pires douleurs et les pires fêlures en force. Là, ce qu'ils arrivent à faire, Mathilde et Amine, c'est à comprendre à un moment qu'il faut qu'ils se créent un territoire à eux. Un lieu presque insulaire qui va être cette ferme dans lequel ils vont s'isoler de ce monde. Moi, ma mère m'a beaucoup raconté dans son enfance la douleur qu'elle avait eue et oui, plus même que la douleur, la colère, parfois même la haine qu'elle avait pu ressentir en voyant ses parents être très humiliés par les différentes communautés auxquelles ils étaient confrontés. Ma grand-mère, par exemple, qui était une grande femme blonde alsacienne, était mariée donc avec un arabe, comme on disait à l'époque, un bico, qui avait la peau très très brune. Et elle avait donc ses enfants qui avaient la pommade, des cheveux crépus. Et les gens, les Français, ne lui parlaient pas, refusaient de lui parler. Je lui disais qu'elle s'était faite engrosser par un arabe. Ma mère, quand elle invitait des petites amies à la maison, les gens ne voulaient pas venir parce qu'ils ne voulaient pas aller dans la maison d'un arabe. Donc ce sont des gens qui ont beaucoup souffert du rejet dont ils ont été l'objet. Et qui, voilà, au lieu d'en concevoir de la haine ou finalement de retourner cette colère contre les autres, ont décidé de se construire une espèce de monde à eux, mais ils ont ensuite peut-être eu de très grandes difficultés à transmettre à leurs enfants, puis à nous, leurs petits-enfants, un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que du coup, ils en ont conçu une très grande méfiance vis-à-vis de toute forme de sentiment grégaire, de tout sentiment communautaire. Mais mes parents n'aimaient pas tellement l'idée qu'on veuille faire partie d'une bande, d'un groupe, et disaient que le fait d'être de côté, de se méfier de ce genre de choses, préservait une forme de liberté, et que parfois, quand on était trop dans un camp, on pouvait se montrer très injuste vis-à-vis de l'autre camp, et puis pour faire plaisir aux autres, dire comme j'appartiens à ce camp, je vais me montrer un peu dur avec les autres. Donc il nous disait le prix à payer c'est la solitude, mais il vaut mieux être seul et avoir de la distance que être avec un groupe et risquer de se comporter d'une manière injuste. Et finalement, ils ont créé une immense liberté. Oui, bien sûr, ils ont créé une immense liberté. Alors moi, je leur en ai énormément voulu pour ça quand j'étais adolescente, parce que surtout quand on est adolescent, on veut appartenir. Moi, je voulais faire partie d'un groupe, d'une communauté. Je voulais même avoir une religion. Je vivais dans un pays très religieux et tout, avec des parents qui ne l'étaient pas du tout. Et j'avais toujours l'impression que les autres, ils avaient des choses que moi, j'avais pas. Ils avaient des rites, ils avaient des traditions, ils avaient une famille, ils avaient toutes ces choses-là que moi, je voyais pas du tout à l'époque comme des enfermements, mais comme une chance. Et donc, je leur en voulais. Et finalement, maintenant, je me dis... Puis je leur disais, mais moi, je suis quoi ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que je suis ? Et ils me disaient, j'en sais rien. C'est à toi de découvrir ce que tu es. Il va falloir que tu t'inventes toi-même. On te dira jamais, en tant que femme, ou en tant que marocaine, ou en tant que ci, ça, ou en tant que musulmane, tu dois faire ci et ça. Et je leur en voulais beaucoup pour ça. Et finalement, maintenant, je me dis qu'ils m'ont fait le plus beau des cadeaux. Alors si l'on revient au roman, à cette période des années 50 au Maroc et à la situation de Mathilde et Amine, c'est aussi une situation d'une grande violence où ils subissent des conflits larvés, des humiliations, et parfois c'est des violences qui sont reproduites, des violences qui peuvent être physiques ou morales. Alors en quoi est-ce qu'il était important aussi dans ce livre de la montrer, cette violence, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut mieux lutter quand on en est conscient, mieux lutter contre cette violence ? Ce qui m'intéressait, c'était la mécanique de la violence, et là encore, d'essayer de montrer quelque chose de pas manichéen, c'est-à-dire que c'est ce que raconte très bien Frantz Fanon, l'humilier, finalement la première pensée de l'humilier, ça n'est pas de se battre contre celui qui l'a humilié, mais très souvent, c'est d'humilier lui-même. Le dominer, de quoi il a envie, souvent, c'est de trouver quelqu'un lui-même à dominer. Donc je voulais montrer ce cycle infernal de la violence qui fait que celui qui est victime de la violence n'est pas qu'une victime. Très souvent, il deviendra lui-même bourreau.
Et ça, par exemple, à l'époque coloniale, c'est ce que dit Fanon au tout début des années de la Terre. Il dit quelle est la première pensée du colonisé, c'est de s'en prendre lui-même à quelqu'un et de faire ressurgir cette violence sur quelqu'un d'autre. Et notamment dans les rapports hommes-femmes, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans ce livre. Amin, qui est constamment humilié parce qu'il est un homme pauvre, parce qu'il est un arabe, pour plein de raisons. Quand il est en public, il ne montre jamais à celui qui l'humilie qu'il ressent quelque chose ou qu'il est humilié, mais dès qu'il rentre chez lui, celle qui va prendre, c'est sa femme. De la même manière, les adultes se vengent sur les enfants. La petite fille elle-même va, par moments, avoir des accès de violence qui paraissent tout à fait irraisonnés ou presque irrationnels. Donc je voulais vraiment montrer cette mécanique-là. Je ne sais pas du tout, je ne saurais pas vous dire comment on peut lutter contre la violence en la comprenant. Moi, et tous mes romans le montrent, je crois que la violence fait intimement partie de l'être humain. Je crois que l'être humain est un être violent. On est traversé par de la violence. Je crois qu'on peut sublimer cette violence dans beaucoup de choses. Je pense que même la sexualité, c'est à la fois quelque chose dans lequel il y a de l'abandon, mais une forme de violence. Je pense que les rapports d'une mère à ses enfants, c'est un rapport à la fois plein de tendresse et plein de violence. Je crois que la violence est partout, dans tous les rapports humains. On peut la transformer, la sublimer, en faire quelque chose parfois de presque beau, ce qui va paraître étonnant, mais moi je le crois. On n'est pas obligé de la subir ou de n'en être que victime. En revanche, je pense qu'il est impossible et peut-être même pas souhaitable de vouloir qu'il n'y ait plus de violence. C'est ce que dit très bien Nietzsche. Une société qui voudrait complètement éradiquer la violence serait sans doute la plus grande société fasciste qu'on pourrait imaginer. La violence fait partie aussi des mécaniques des rapports humains. Alors parmi les nombreux personnages du roman, plusieurs vivent une double oppression, à la fois dans l'espace public et au sein du foyer. Il s'agit des femmes, et elles ont une place très importante dans le roman, et elles doivent sans cesse lutter pour leur émancipation, une émancipation qui passe d'abord par le corps, dont elles ne peuvent pas disposer. Alors est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette importance du corps et de la place qu'il a dans votre écriture et dans l'incarnation des personnages ? Le corps, c'est vraiment effectivement le sujet principal de tous mes livres. J'essaye toujours d'aborder d'abord mes personnages par leur corps. Comment ils se déplacent, quelle est leur mobilité, quel est leur rapport à la sexualité, quelle est tout simplement leur physionomie. Est-ce qu'ils sont grands, petits, est-ce qu'ils sont beaux, est-ce qu'ils sont laids. Donc la façon d'être au monde passe pour moi toujours d'abord par le corps. Parce que le corps, c'est ce qui vous rend visible aux autres. C'est ce qui fait qu'on peut vous saisir, qu'on peut vous toucher, qu'on peut vous blesser, mais qu'on peut aussi vous aimer, vous pouvez vous abandonner. Et pour une femme, évidemment, le corps a une résonance encore plus grande. Je crois que Virginie Despentes, quand elle dit que l'homme n'a pas de corps, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Ou en tout cas, l'homme n'a pas un corps de la même manière qu'une femme. Une femme pense à son corps constamment, ou en tout cas très souvent. Vous sortez le soir à minuit, vous devez traverser une rue, vous sentez votre corps, vous savez que votre corps est là, votre corps, d'une certaine façon, votre corps vous met en danger tout le temps. Votre corps peut abriter un autre corps. Vous pouvez avoir à des moments de votre vie 2 cœurs, 4 reins et 2 estomacs, ce qui évidemment change aussi le rapport qu'on peut avoir à son corps. Et dans ce livre, ces femmes-là sont toutes des femmes qui rêvent d'un corps mobile, d'un corps qui se déplace, d'un corps qui pourrait aussi ne pas être vu par les autres, qui pourrait devenir par moments presque invisible, marcher dans les rues, tout simplement ce désir d'être une passante comme ça, qui voit sans elle-même être vue. Moi, c'est quelque chose dans mon enfance ou dans mon adolescence que je n'ai jamais connu. Et quand je suis arrivée la première fois à Paris, je me souviens très bien, j'avais 17 ans, et un jour, je me suis assise sur une terrasse de café, et je suis restée là, et tout le monde s'en foutait. Enfin, j'ai pris un café, j'ai fumé une cigarette, et d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais invisible. Et c'était la première fois de ma vie que j'avais ce sentiment d'invisibilité, et j'ai compris que ce sentiment était en fait un sentiment de très grande liberté. Et donc, ce que j'essaye de raconter, c'est ça, c'est le poids du corps. Pour les femmes qui sont cloîtrées, qui sont empêchées, pour des femmes à qui, quand elles vont sortir, l'homme va regarder comment elles sont habillées, est-ce qu'elles se tiennent bien, est-ce que la façon dont elles regardent ou dont elles parlent n'est pas provocante. Et toutes ces femmes-là vont trouver des manières, évidemment, de contourner tous ces interdits et de s'inventer aussi par le corps, justement, et par le plaisir, de s'inventer un espace de liberté.
Alors parmi tous ces personnages féminins, il y a Selma, qui est la sœur d'Amine. C'est une femme très belle, qui a une immense soif de liberté, qui vit en plus à une époque où le monde change, où de nombreux espoirs sont permis, mais ils ne sont pas permis à tout le monde. Est-ce qu'elle fait partie d'une génération sacrifiée ? Oui, elle fait partie d'une génération sacrifiée, même si on pourrait dire que c'est encore plus la génération de sa mère qui a été sacrifiée. Mais en fait, en 1947, la fille de Mohamed V, qui à l'époque est le sultan, va faire, donc qui s'appelle Lala Aïcha, va faire un discours à Tanger, qui est resté dans les annales de l'histoire marocaine, un discours sur l'émancipation des femmes. Alors elle fait ce discours habillée à l'occidental, avec juste un petit fichu sur la tête. On voit ses cheveux, et c'est un moment pour la femme marocaine, un moment totalement révolutionnaire, puisqu'elle dit un pays moderne ne peut pas se passer de la moitié de sa population. Les femmes doivent aller à l'école, les femmes doivent participer à la vie publique, les femmes doivent avoir des notions, par exemple des notions d'hygiène, de santé publique, donc ce qui était en somme des idées de contraception, de planning familial, etc. Et ce moment-là va changer complètement la vie des femmes marocaines, et les nationalistes marocains, les premiers en tout cas, sont tout à fait acquis à ces idées-là. Ils veulent sortir d'un Maroc archaïque, se disant une fois que les Français seront partis, nous construirons un État moderne. Et évidemment, on ne peut pas construire un État moderne avec des femmes qui sont coincées à la maison ou qui sont tout en voile dans la rue. Il va falloir que les femmes fassent partie de la vie publique. Et Selma, elle appartient totalement à cette première génération de filles à qui on va permettre de sortir et de faire des choses. La grande difficulté, c'est que souvent, vous avez ces idées théoriques, mais que vous n'êtes pas forcément disposé à les appliquer à votre propre sœur ou à votre femme ou à des femmes qui sont très proches de vous. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai été témoin, les contradictions entre les discours d'hommes qui ont en apparence l'air extrêmement ouverts à ces idées émancipatrices, mais qui pour autant ne laisseront jamais leur sœur aller seule au cinéma. Et Selma, elle se retrouve dans cette contradiction-là face à des frères qui sont quand même acquis aux idées, notamment Amine, aux idées européennes, qui lui-même a épousé une femme française, qui sait très bien par sa femme quelles peuvent être les revendications de liberté d'une femme, mais pour qui il est absolument impossible en tant que frère de laisser sa sœur en profiter. Amine qui a épousé une femme qui est très émancipée, Mathilde, c'est assez impressionnant, mais on sent que c'est d'autant plus difficile en fait pour lui cette émancipation. Mais en fait, lui, il ne comprend pas. Il faut imaginer que ce sont des hommes qui n'ont jamais eu ce genre de femmes dans leur entourage. Les hommes de la génération de mon grand-père, donc ils avaient la femme européenne qui vit dans le quartier européen, qui est... l'idéologie coloniale est une idéologie sexuelle, est une idéologie sexuée. Et, il faut relire par exemple Sexe, race et colonie de Pascal Blanchard, ou tous ses écrits sur la question sexuelle dans le monde colonial. Quand on construit les colonies au départ, qu'est-ce qu'on dit d'abord aux pionniers et puis aux premiers conquérants? On leur dit la terre coloniale, c'est une terre que vous allez pénétrer, que vous allez conquérir. Et à chaque fois qu'il y avait des cartes ou des photos, c'était toujours l'Afrique, par exemple, c'était une grande femme noire avec les seins nus. Le monde du Maghreb, c'était une femme allongée, lascive, toujours offerte comme ça à l'homme blanc. Donc c'était vraiment une aventure sexuelle. Tout ce que vous ne pouvez pas faire en Europe, qui est plus conformiste, vous êtes marié, vous avez des enfants, mais toutes vos perversions, tous vos désirs, tous vos fantasmes, vous pourrez les assouvir dans le monde colonial. Et à l'inverse, on expliquait aux indigènes que la femme blanche, c'était la femme intouchable. Alors la femme blanche suscitait une grande fascination, et puis aussi de la part des hommes arabes ou musulmans, une forme de rejet, parce que la femme blanche, c'est une femme perdue. C'est une femme qui n'a pas beaucoup de moralité. Le monde occidental, c'est un monde où les femmes, elles se baladent à moitié nues, etc. Donc il y avait de la part des hommes du monde, enfin des indigènes, un mélange de fascination et de rejet vis-à-vis de ces femmes-là. Donc un homme comme Amine, il ne sait pas comment ça fonctionne, une femme comme ça. Il ne sait pas ce qu'elle peut revendiquer dans sa vie intime. Donc quand Mathilde arrive au Maroc et qu'elle commence à lui dire « mais moi, je veux sortir avec toi, je veux aller au café, je veux aller au bar », pour lui, c'est inimaginable. Il a une mère qui n'a passé sa vie qu'à dire oui.
à être soumise, à se soumettre d'abord à son mari, puis ensuite à ses propres enfants. C'est-à-dire que lui, en tant que fils, il donne des ordres à sa mère, et sa mère lui est totalement dévouée et soumise. Et finalement, le choc des cultures le plus fort dans ce livre, c'est celui entre un homme indigène et une femme émancipée. Il ne comprend pas comment Mathilde ose faire ça. Et ma grand-mère était comme ça. C'est-à-dire ma grand-mère, mon grand-père lui disait non, tu ne peux pas sortir avec moi. Elle disait si, je viens avec. Et elle lui courait derrière dans la rue. Les gens se rappellent encore de ma grand-mère qui lui courait après. Et bon, en plus, elle était beaucoup plus grande que lui. Je pense qu'elle courait plus vite. Donc elle finissait toujours par le rattraper. Et c'est ça, elle s'est imposée là où personne ne voulait d'elle, quoi. Avec cette phrase, je viens avec. Oui, cette phrase, je viens avec, qui est pour moi, qui est restée dans ma... d'abord, parce qu'elle le disait avec un accent alsacien très fort qui le rendait encore plus drôle. Mais elle disait toujours ça. Elle disait quand quelqu'un veut pas de toi ou quand on te dit non et tout, dis-toi toujours, je viens avec. Et même si on veut pas de toi, et si toi, tu as envie d'y aller, tu y vas. Alors, j'aurais souhaité revenir à un dernier aspect du roman avant de passer aux questions du public. C'est celui des mots et de l'importance des mots. Vous nous racontez au début Mathilde, qui est arrivée depuis quelques mois à Meknès et qui écrit à sa sœur et à son père en se mettant en scène, en inventant, en prétendant que sa vie ressemble au roman qu'elle aime. Mais pour dire ce qu'elle vit et ce qu'elle voit et toute l'étrangeté et la beauté des sentiments que ça lui inspire, elle manque de mots. Vous écrivez même qu'il lui faudrait un nouveau vocabulaire débarrassé du passé. Et puis un peu plus tard dans le roman, il y a Amine qui a un élan de tendresse pour sa femme, mais qui n'arrive absolument pas à lui dire, à le formuler. Alors en quoi est-ce qu'ils sont essentiels, les mots, et dans quelle mesure est-ce qu'ils nous permettent d'avancer ? Mais là encore, on parlait tout à l'heure de logique de domination. Moi, j'ai très vite compris qu'avoir les mots, c'est disposer d'un immense outil de liberté. Avoir les mots, c'est pouvoir se défendre, c'est pouvoir convaincre, c'est pouvoir revendiquer ses droits, revendiquer sa place, c'est pouvoir transformer une situation. Ne pas avoir les mots, c'est une immense aliénation. Ma grand-mère, de l'autre côté, donc pas ma grand-mère alsacienne, ma grand-mère marocaine, c'est une femme qui ne savait pas lire et écrire. Et j'ai toujours vu cette femme comme si elle vivait dans le noir. C'est une femme, elle ne pouvait pas lire l'ordonnance d'un médecin. Elle ne pouvait pas trouver son chemin. Elle ne savait pas si elle avait des droits ou si elle n'en avait pas. On pouvait lui faire signer absolument n'importe quoi. Elle ne savait pas s'exprimer. Elle ne savait pas dire l'amour. Elle ne savait pas décrire un paysage. Elle ressentait des choses, évidemment, sans doute très très fortes, et elle était incapable de les partager avec qui que ce soit parce qu'elle n'avait pas les mots. Et d'abord, ça m'a bouleversée de découvrir ça. Et puis moi, j'avais 6 ou 7 ans, et je me souviens qu'elle me voyait rentrer de l'école, elle me regardait mais d'une manière presque jalouse, alors que c'était une femme qui avait 70 ans. Et moi, je savais écrire mon nom, elle ne savait même pas écrire son nom. Et je me suis toujours rendu compte que avoir les mots, c'était un privilège, une chance, un outil de liberté. Et je suis toujours très touchée par les gens qui ne les ont pas, par les gens dont vous pouvez voir tout à fait qu'ils sont traversés par une émotion extrêmement forte et qui sont dans l'incapacité de vous la dire. Finalement, être devenu écrivain, c'est une formidable réponse à ce manque de mots. C'est aussi accepter de s'y confronter tous les jours. Est-ce que vous pourriez aussi nous dire quelques mots, justement, de la place des silences dans l'écriture, de tous les mots qu'on choisit de ne pas dire ? Mais l'écriture, ça n'est que ça. L'écriture, c'est du silence. Les gens pensent que écrire, c'est mettre des mots sur les choses. Écrire, c'est passer son temps à se demander qu'est-ce qu'on ne va pas dire. Je compare ça au tout début d'une relation amoureuse. Quand vous rencontrez quelqu'un qui provoque quelque chose en vous, et les premières fois que vous le voyez, vous êtes traversé par plein de mots, plein de choses, et vous n'arrêtez pas de vous dire non, ça, il ne faut pas que je le dise, il ne faut pas que je le dise, il ne faut pas que je dise je t'aime, il faut pas... Et ben, c'est exactement ça l'écriture. Vous êtes traversé par énormément de mots, mais vous savez que le désir, le plaisir, et je dirais même une certaine érotique,
ne peut exister que par la rétention. Donc l'écriture, en fait, c'est de la rétention. C'est passer son temps à s'empêcher de dire et de mettre des mots. C'est dans les silences, c'est dans les ellipses, c'est dans tout ce que vous ne racontez pas que vous offrez de la place au lecteur. Parce que c'est là que son imagination à lui peut commencer à exister. Donc moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les ellipses et beaucoup sur les silences. Je pense que c'est extrêmement important de savoir préserver le silence dans l'écriture. Alors, les mots et les silences, ils sont très importants pour vous en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant que lectrice. Vous nous avez d'ailleurs confié votre bibliothèque idéale qu'on peut retrouver dans la librairie. Alors, avant de laisser la parole au public, est-ce que vous accepteriez de nous parler peut-être de quelques livres boussole pour vous, des livres essentiels, des livres qui ont nourri votre regard sur le monde, qui vous ont consolé peut-être ? Les plus importants pour moi ont été d'abord la littérature russe que j'ai découverte très jeune. Et un des premiers livres que j'ai lu, c'est un livre de Dostoïevski qui s'appelle « Humilié et offensé ». Et j'ai dû lire ce livre quand j'avais 13 ans, qui est l'histoire d'une petite fille et d'un homme qu'elle rencontre. Et ils sont tous les deux d'un milieu extrêmement modeste, enfin même plus que modeste. Ils vivent dans la misère qu'a pu connaître la Russie du 19e siècle. Déjà, ce titre « Humilié et offensé », moi, m'avait beaucoup marqué. Et puis j'ai lu le livre et je me souviens que je suis allée voir ma mère et je lui ai dit « Maman, j'ai lu un livre qui parle du Maroc ». En fait, ça raconte ce qu'on est en train de vivre là. Je vivais, moi, au Maroc, dans un pays très pauvre, avec beaucoup, beaucoup de misère. Et j'avais été marquée par ça, qu'un homme, au 19e siècle, puisse raconter son pays et que moi, de mon point de vue, un siècle plus tard, je puisse avoir l'impression que c'est de moi qu'il parle. Et c'est vraiment les écrivains russes qui m'ont apporté ce sens de l'universalité, finalement, et cette capacité à s'identifier à un personnage, quelle que soit l'époque, quel que soit même son genre, son sexe. Ensuite, c'est Tchekhov aussi qui a été très très important pour moi. Donc toutes les nouvelles de Tchekhov, sa correspondance aussi vraiment que je vous recommande, qui est magnifique et qui est à l'image de ce qu'était cet homme, un homme d'une très très profonde bonté. Et d'ailleurs, il disait cette phrase que moi je trouve très belle. Un homme bon a toujours honte, même devant un chien. Et je comprends tout à fait ce qu'il veut dire, c'est-à-dire cette espèce de gêne d'être au monde en aimant les autres et en étant voilà, qu'humanisme et bienveillance. C'était un homme vraiment, vraiment extraordinaire et j'aime beaucoup aussi son texte sur Sakhaline, qui est un texte magnifique d'humanité, puis une sorte de mélange entre le reportage, les techniques de la nouvelle et tout ça. De quoi je pourrais vous parler d'autres comme romans que j'ai adorés. Y a une autre auteure qui est très très importante pour moi, c'est Virginia Woolf, qui a été une auteure importante sur deux plans. Sur le plan de l'écriture, parce que je trouve que c'est vraiment un génie. Enfin, elle a inventé une langue qui lui est totalement propre, et puis elle travaille sur l'intime et donc sur le monologue intérieur d'une manière extraordinaire. Elle atteint des sommets, mais ce qui me plaît beaucoup aussi, ce sont ses essais. Alors les lectures intimes, bien sûr une chambre à soi, et puis son journal dans lequel elle développe toute une vraiment pas une théorie, mais en tout cas tout un regard sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme qui écrit. En quoi est-ce que c'est différent? Parce qu'on n'occupe pas le même espace dans une maison, parce qu'on n'attend pas la même chose de nous dans la vie sociale, et en quoi être une femme libre, c'est être une femme qui accepte de décevoir. C'est-à-dire qu'être une femme libre, c'est une femme qui accepte de ne pas être à la hauteur comme mère, de ne pas être à la hauteur comme épouse, de ne pas être la parfaite femme au foyer qui va s'occuper des autres, mais que peut-être une des voies de la liberté pour les femmes, c'est une certaine dose d'égoïsme. Et ça a été pour moi très très important de la lire à ce titre. Et je suis devenue très égoïste grâce à elle. Voilà. Bien, merci beaucoup, Leïla Slimani. Alors, peut-être que des personnes dans le public ont des questions à poser. On va pas passer le micro où vous parlez fort. Ouais. Voilà. Ah oui, à cause du virus. Ouais. Je l'avais oublié, pardon. Je n'ai pas une question. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là. La deuxième chose, d'être l'écrivain que vous êtes. Et la troisième, d'avoir parlé de Meknès, puisque j'y suis née, j'y ai passé mon enfance. Et je comprends très bien ce que vous dites sur l'imaginaire. C'est vrai, c'est Rilke qui disait qu'on n'était d'aucun pays de son enfance. Je le pense profondément. Et à vous lire, bon, j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai dévoré. C'est un livre, on ne s'arrête pas en lisant.
Autant chanson douce, par moment, il fallait reprendre son souffle. Et là, je l'ai lu, mais pratiquement d'une traite, et j'ai hâte de voir la suite, puisque vous me proposez une trilogie. Est-ce que déjà, vous avez la fin, vous savez, puisque vous disiez que vous écriviez par moments, par fragments, mais est-ce que quand même... Je ne vais pas vous demander... Je ne sais pas vraiment, en fait. J'ai l'impression de savoir, parce que ça me rassure. Il faut bien que je me rassure, parce que sinon, je vais avoir trop peur. J'ai le destin, plus ou moins, de mes personnages, mais en réalité, en tout cas pour moi, je sais que ce n'est pas vrai pour tous les auteurs, mais pour moi, un des plaisirs de l'écriture, c'est de me lever le matin, de me mettre devant ma table de travail, et parfois à 6 heures, je vous assure, c'est comme si je me réveillais d'une espèce de transe. Je lis ce que j'ai écrit, je me dis, mais d'où ça sort ce truc? Comment est-ce que tu as eu cette idée? Comment tu as résolu ce problème? C'est tout à fait mystérieux. Je pense que les choses se font un peu dans mon sommeil, un peu quand je marche, un peu quand je discute avec mes enfants. Plein de petits bouts de choses s'agglomèrent dans ma tête, dans mon âme, et finissent par faire naître les choses. Donc oui, j'ai plus ou moins une idée du destin de mes personnages, mais si je mettais sur papier tout ça aujourd'hui, je suis persuadée qu'une fois que j'aurai fini le prochain, je me rendrai compte que j'ai peut-être utilisé 10% de ce que je croyais. Mais moi, ce qui me plaît, c'est ce saut dans le vide. C'est le fait que chaque matin, je ne sais pas du tout ce qui va advenir. Et c'est là où il y a de la vie, parce que vous laissez à vos personnages la possibilité de vous surprendre, et ils vous surprennent tout le temps. Voilà, et d'être vivant, exactement. Et parfois de vous refuser des choses. Parfois vous essayez d'obliger un personnage à faire quelque chose, et il veut absolument pas. Il est pas. Je crois pas du tout à cette vision de l'écrivain comme un marionnettiste qui dirige entièrement ses personnages et tout. Je crois que c'est plutôt nous qui sommes souvent les marionnettes de nos personnages, et c'est nos personnages qui nous disent où ils veulent aller et comment ils veulent vivre, et il faut savoir les écouter. Il y a une autre chose qui m'a frappée, vous évoquiez le métissage. C'est cette image d'Amine qui veut faire une greffe et qui crée un citrange. Et finalement, c'est immangeable. Et je me suis dit, finalement, c'est assez, c'est assez pessimiste. Est-ce que ça revient à ce que vous expliquiez tout à l'heure? En fait, ça prend pas. C'est difficile pour que ça prenne. C'est pas pour eux. Enfin. Je pense que ça dépend des circonstances, surtout. C'est-à-dire qu'un homme comme Amine, il se dit, dans le monde dans lequel je vis, ce fruit-là ne peut pas avoir un goût qui est comestible. Ce fruit-là n'est pas possible. Il va bien falloir qu'à un moment, cette situation soit résolue. C'est ça qu'il dit, à un moment, soit l'orange, soit le citron va prendre le pas sur l'autre. Et puis, il est comme beaucoup de parents inquiets pour leurs enfants, je pense surtout à cette époque-là, quand sa fille lui dit « Mais moi, je suis qui ? Moi, je suis quoi? Et moi, je suis de quel côté ?» Et c'est difficile, je pense, pour un parent d'être incapable de répondre à son enfant. Quand il vous dit « mais c'est la guerre, mais moi, je suis avec les bons ou je suis avec les méchants », et de lui dire « en fait, toi, tu n'es dans aucun camp ». Les enfants, ils aiment les choses nettes, ils aiment les choses claires, ils veulent savoir dans quel camp ils sont. C'est ça aussi, devenir adulte, c'est se rendre compte que le monde est ambigu, que le monde est flou. Les enfants ont très, très peur du flou. Et je pense que là, il réfléchit comme un père, en se disant « voilà ce que moi, je voudrais offrir à ma fille, un oranger ou un citronnier, et je suis fatiguée de devoir lui dire qu'elle n'est en fait ni l'un ni l'autre, et donc pas vraiment un fruit, quoi. » Il y a une autre question? Donc, il y a une question des personnes en fait, qui regardent la rencontre via réseau. Donc c'est Denis qui demande, qui dit « Bonjour, le jardin de l'ogre, le pays des autres, une chanson douce, continue qui laisse penser à l'innocence de l'enfance. Pourriez-vous expliquer pourquoi ces oppositions entre les titres et l'objet de vos romans ?» Alors, il y avait une phrase magnifique. Oh là là, je m'en souviens plus. Ah oui, un titre n'est pas un seuil, c'est un leurre. Je ne sais plus qui a écrit ça, mais je trouve que c'est tout à fait vrai. Je trouve que c'est toujours intéressant que le titre vous donne une espèce de fausse impression. C'est un peu un truc à la Magritte. Ceci n'est pas une pipe, quoi. Ou ceci est une pipe. Et là, pour le coup, cette chanson douce, évidemment, n'en est pas une. Et puis, pour chanson douce, par exemple, moi, j'aimais bien cette idée de la comptine comme une chanson hypnotique, une chanson qui vous fait croire, voilà, qui va vous endormir, qui va vous apaiser. Et en fait, pendant votre sommeil, évidemment, vont se passer des choses absolument
terribles et très très cruelles. Je sais pas, moi j'aime bien que le titre soit assez poétique, presque de l'univers du conte. Moi j'aime énormément les contes. Je pense pas du tout que les contes soient des récits mièvres ou des récits gnangnan, voilà. Moi c'est vraiment des références auxquelles je reviens tout le temps parce que ce sont les grands récits archaïques, les contes. Ce sont des récits qu'on se transmet de génération en génération depuis des siècles et qui, sous des dehors tout à fait, parfois un peu trop jolis ou trop lisses, sont en fait d'une immense cruauté et d'une immense universalité. Par exemple, j'ai lu un article très très intéressant dernièrement sur des anthropologues qui se sont réunis pour essayer de comprendre pourquoi, à parfois 5000, 6000 km de distance, existaient les mêmes contes. C'est-à-dire pourquoi on peut retrouver dans telle région de Chine et du Canada des contes qui sont exactement semblables et comment ces contes-là se sont transmis en fait et comment ils se sont déplacés. Donc moi je reviens toujours à ça, à cette idée du conte parce que quand vous écrivez, à un moment vous vous détachez complètement du réel et vous essayez de recréer du possible, de recréer de la vie, de recréer en fait il était une fois. C'est ça à chaque fois, tous les matins vous vous mettez devant votre ordinateur et vous vous dites moi je vais inventer un réel qui peut-être n'existe pas, mais en même temps, une fois que je l'aurai écrit, il aura une forme de réalité. Donc, Il était une fois, pour moi, il est fondateur, et c'est peut-être ça qui m'influence dans la création de mes titres. Mais je dois quand même dire que je suis absolument nulle en titres, et que mon éditeur y est quand même aussi pour beaucoup, parce que je lui ai proposé des trucs, si vous saviez, mais tellement nuls pour les 3 romans, et c'est quand même lui qui m'a bien aidé à trouver ces titres-là, donc j'y suis pas totalement, pour beaucoup. Denis vous dit merci beaucoup, la réponse me plaît. Merci beaucoup, Denis. C'est Umberto Eco qui disait qu'un titre d'un postillon de la Rose, un titre devait embrouiller et non point embrigader. C'est ça, exactement. Mais je me demande si c'est pas Eco qui dit aussi que ça doit être un... C'est Gérard Jugnot. Ah, c'est ça, bravo, vous avez raison.